Bonsoir et bienvenue à Equinox Soir de ce mercredi 16 février 2022. Equinox Soir, c'est votre magazine quotidien de débat et d'information chez Equinox Télévision. Depuis plusieurs jours, de nombreux quartiers des grandes villes et même certaines zones rurales sont privés de courant électrique pendant plusieurs heures dans la journée et même tard dans la nuit. Le Cameroun vit donc au rythme des coupures d'électricité. Si pendant la Coupe d'Afrique des Nations de football qui vient de s'achever, la situation était moins compliquée, eh bien il est à noter que depuis la fin de la grand-messe du football africain, les délestages se sont accentués. Eneo Cameroun le reconnaît et attribue cette crise à plusieurs facteurs. Certains industriels et commerces qui avaient accepté de renoncer à leur consommation pour permettre aux ménages de vivre la Coupe d'Afrique des Nations ont repris leur rythme initial de consommation. Il y a également une limitation de la production dans certaines centrales à cause de l'étiage, de la maintenance ou encore à cause du déficit de combustible. Conséquence, forte perturbation dans le réseau interconnecté sud avec des délestages de plus en plus nombreux et réguliers, notamment dans les corridors Douala-Ouest plus affectés par la congestion du transport d'énergie électrique. Madame, Messieurs, à 20h, ce sera la grande édition du Journal du Soir avec JBB. Et juste après le journal de 20h, ce sera la deuxième partie d'Equinox ce soir, le débrief. Mais tout de suite, le thème du jour. Le thème du jour, coupure d'électricité, la malédiction des délestages. Pour en parler sur ce plateau, ce soir, ce mercredi 16 février 2022, en direct de Douala, Serge-Henri Calbé. Bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là et je voudrais profiter, n'est-ce pas, pour souhaiter tous mes vœux les meilleurs à vos téléspectateurs qui ne m'ont pas vu depuis. Et je pense que le débat de ce soir sera assez instructif, n'est-ce pas, et apportera beaucoup d'éclairage. Voilà. Vous êtes ingénieur et expert en énergie renouvelable, pour faire simple. Merci d'être venu sur ce plateau. Dieudonné Yebga, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les copanélistes et bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Soir. Merci d'être venu sur ce plateau. On vous connaît comme homme politique, mais je dois également indiquer que vous avez une casquette de responsable d'une association de consommateurs. C'est bien cela, mais vous avez oublié une casquette traditionnelle qui est la plus importante d'ailleurs. Je voulais terminer par là, Bien. puisqu'il faut garder le meilleur pour la fin. Mais puisque l'avait dit, on va s'en tenir à cela. Merci d'être venu sur ce plateau. Alphonse Aïssi Avena, bonsoir. Voilà, bonsoir et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. C'est un devoir d'être là afin d'édifier la lanterne des millions de Camerounais qui vivent des moments très difficiles. Je rappelle que la CAN n'a pas été très sucrée au niveau de la fourniture d'eau et d'électricité. Donc nous sommes là pour essayer de porter leur voix et leur dire que nous allons continuer afin que des conditions plus à plus satisfaisantes puissent être à leur disposition. Merci Alphonse Aïssi Avena d'être là où vous êtes le patron de la Fondation camerounaise des consommateurs. Voilà, FOCACO en abrégé, FOCACO. Donc merci infiniment d'être venu. Edmond Katé, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Soir. Merci pour l'invitation. Vous êtes économiste. Tout à fait. Et c'est avec vous que je vais commencer justement pour qu'on puisse planter le décor en présentant les conséquences économiques et peut-être d'autres conséquences graves de ces délestages-là. C'est vrai qu'on en parle pratiquement tout le temps, mais avec la CAN, on en a eu le sentiment qu'on était un tout petit peu sorti de l'auberge, notamment avec les communiqués qui avaient été rendus publics par la société en charge de la gestion de cette question-là. Mais on a bien remarqué que dès la fin de la CAN, on a replongé dans le noir. Quelles sont les conséquences de cette situation pour les entreprises, pour les ménages et même pour les citoyens de façon globale? Ben écoutez, les conséquences ne peuvent être que très très désastreuses, surtout pour l'économie. Vous savez que il n'y a pas d'industrie sans énergie.
Et donc l'énergie est un peu l'épine dorsale qui porte toute une économie, qui porte surtout l'économie industrielle. Et même l'économie de manière générale, parce que même sur le plan informel, vous avez une économie au Cameroun qui est drainée à 80% par l'informel, mais cet informel également a besoin de l'énergie. Ouais. Si vous prenez les salons de coiffure, les petits ateliers de chaudronnerie, si vous prenez, je vais dire, tous les petits commerces, tout ça, ils ont besoin de l'énergie. Et donc, lorsqu'il y a un déficit énergétique, évidemment, ça fait... C'est un impact grave sur ces métiers-là. Oui, ça crée parfois des cessations d'activité, ou alors ça veut dire c'est des carnets de commandes qu'on ne peut pas respecter et donc ça coupe, n'est-ce pas, je vais dire la relation de confiance qu'il y a entre le fournisseur et le client. Parfois ça va jusqu'à des ruptures même de contrat, parce que si on vous donne un contrat peut-être pour une production que vous ne pouvez pas fournir, du fait tout simplement que l'énergie n'est pas... Vous avez beau expliquer que c'est à cause de la coupure d'énergie électrique, rien n'y fait. Non, rien n'y fait, personne ne vous comprendra et vous avez compris. Puisque le service n'a pas été rendu. Ça n'a pas été rendu et un contrat n'est pas assorti par des conditionnalités telles que, bon voilà, en cas de défaut d'énergie, ça va vous faire, n'est-ce pas, des mesures, des circonstances atténuantes. Non, il n'y a pas ça, il n'y a pas une disposition pareille dans un contrat. Lorsqu'on vous donne, lorsque vous avez enregistré, n'est-ce pas, une commande dans votre carnet, vous devez mettre tous les moyens à votre disposition pour pouvoir satisfaire la commande. Et donc, lorsque des gens connaissent des paralysies, n'est-ce pas, en matière d'énergie, évidemment, leurs activités prennent un coup. Vous avez suivi dans l'explication qui a été donnée par la société en charge de l'électricité. Ils vous ont dit que les entreprises qui avaient accepté, qui avaient consenti de revoir, n'est-ce pas, leur consommation à la baisse, pour permettre aux ménages de pouvoir suivre les marches de la canne. Tout à fait. Ont repris leurs habitudes de consommation. C'est tout à fait normal. Dans un pays sérieux, on ne peut pas demander à l'industrie de, n'est-ce pas, de faire profil bas, n'est-ce pas, au profit des ménages. C'est pas sérieux, on ne peut pas le faire. Tout ceci explique tout simplement qu'il y a un déficit criard en matière de mise à disposition de l'énergie électrique et tout simplement que, bon, voilà, il faut obligatoirement rationner, n'est-ce pas, la fourniture énergétique, faire, n'est-ce pas, il faut parfois mettre, je vais dire, quelqu'un à mal à l'aise, c'est-à-dire en supprimant l'énergie ici, donner un peu là-bas, supprimer là-bas, donner un peu. C'est ça qu'on appelle le rationnement. Donc, ce rationnement-là est tout simplement lié au fait qu'il y a un déficit. Et ce déficit s'explique tout simplement par le fait que le dispositif d'exploitation énergétique est soit désuet, soit manquant, soit insuffisant. Pour le cas que nous savons que par exemple que le potentiel hydro-énergétique au Cameroun n'est pas suffisamment exploité. Je crois qu'il n'est même pas exploité à 10%. Et les autres potentiels, parce qu'on a également beaucoup de potentiel, même, n'est-ce pas, sur le plan solaire, on a ce potentiel-là qui n'est pas exploité du tout. Et donc, on n'a pas fait beaucoup d'investissements dans ce domaine-là pour pouvoir mettre la production. Alors, on reviendra tout à l'heure justement sur la question de la production et les différentes alternatives qui s'offrent pour justement pallier cette insuffisance en énergie électrique. Je voudrais donner la parole à un consommateur. Alphonse Aïssa-Abena, alors toutes les explications qu'on donne là, vous en tant que consommateur d'énergie électrique, quand vous écoutez, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, bon, ok, ils ont raison, on leur accorde des circonstances atténuantes, ou bien vous voulez rien entendre, vous voulez l'électricité? Mais on a signé un contrat avec l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique, qu'on appelle Eneo. Mais je rappelle qu'avec les délestages, les factures ne connaissent pas de baisse. Les factures viennent toujours en hausse. Bon, c'est incompréhensible. Donc, vous voulez expliquer à un Camerounais lambda qui, en janvier, a connu peut-être 8 délestages par mois, et maintenant, sa facture revient en hausse lorsqu'il faut payer au mois de février. Donc, c'est incompréhensible. Donc, soit il y a dol, soit le gouvernement camerounais doit penser à renationaliser cette entreprise. Attendez, je veux comprendre. Vous dites que il y a les délestages et les factures augmentent? Les factures augmentent. Mais les factures devaient diminuer normalement. Les factures devaient diminuer. Puisque la quantité d'énergie qui vous a été produite, qui vous a été fournie en réalité n'est plus la même que ce que vous avez eu le mois précédent. Donc, raison pour laquelle on ne comprend pas les explications des NEO, qui pourtant en 2020 et 2021 a engagé des bénéfices. Donc, on ne comprend pas que nous payons en voie d'électricité, puisque dans le contrat de performance des NEO, il faut que la fourniture soit continue.
Il n'y a jamais de fourniture continue en une journée à Douala. Ça n'existe pas. Lorsque Bonabé a l'électricité, c'est Dorbon qui n'en aura pas, c'est Makepe. Donc vous voyez qu'il y a même des secteurs névralgiques comme Aqua, où on a des hôpitaux dits de référence, entre guillemets, comme l'hôpital à Quintini, qui ne peut pas tourner en continu avec les sources alternatives. Donc il y a des personnes qui entrent dans le bloc opératoire et il y a coupure d'électricité. Donc là, c'est Eneo que nous devons attaquer pour lui dire de mettre à notre disposition l'énergie. Sinon, il faut qu'on ressente une baisse lorsqu'on veut payer nos factures. Mais ce n'est pas le cas et nous ne pourrons que déplorer cela et on interpelle donc le gouvernement qui est actionnaire dans cette entreprise. On ne comprend pas quand on disait que les Américains sont venus avec Aersonel, que non, ils vont faire des investissements. Après, c'est Actis qui arrive et l'ancien ministre de l'Énergie en 2018 a renouvelé pourtant le contrat d'Eneo de 10 ans. On comprend pourquoi ce contrat devait arriver à terme en 2020. Donc Eneo a encore plus de 8 ans au Cameroun pour martyriser les Camerounais et nous ne pouvons que nous retourner vers le gouvernement en demandant au gouvernement de prendre ses responsabilités afin de nationaliser cette entreprise. On ne comprend pas qu'en 2022, moi, je ne suis pas contre les investisseurs, mais dit qu'une entreprise doit encore être gérée par un expatrié. Est-ce qu'il n'y a pas de matière grise au Cameroun pour gérer une entreprise en charge de la distribution électrique? On a essayé avec tous les schémas. On est passé maintenant avec Sonatrel qui doit maintenant transporter l'énergie électrique. C'était d'abord une prérogative d'Eneo qui disait qu'elle avait les difficultés dans le transport. L'État est allé s'endetter à hauteur de centaines de milliards pour avoir des fonds pour faire fonctionner Sonatrel. Mais Sonatrel peine. Aujourd'hui, tous se rejettent la faute. Eneo dit que le transport, il n'arrive pas à avoir l'énergie au niveau de ses transformateurs. La faute à Sonatrel. Et en retour, Camouat a dit qu'il y a coupure, je n'arrive pas à faire fonctionner les stations d'approvisionnement. Donc vous voyez que nous sommes là dans un schéma où uniquement le consommateur paye les pots cassés et certains s'en sortent avec des bénéfices, certains s'en sortent avec des milliards et nous restons avec l'obscurité. Jerry Yoga, est-ce que vous essayez d'analyser les raisons qui ont été évoquées par cette structure pour justifier cette crise énergétique? Est-ce que vous comprenez et vous vous dites, bon ok, on va peut-être travailler ensemble dans le sens de trouver des solutions, ou tout comme Alphonse Aïssi Avena, vous dites, nous ça ne nous intéresse pas, nous avons un contrat, nous avons besoin d'électricité, qu'on donne l'électricité, un point, basta. Alors quand nous parlons de l'électricité et qui arrive dans nos ménages, on a coutume de dire au village qu'il ne faut pas regarder là où on tombe. Il faut regarder où on a trébuché. Alors quand nous parlons donc de cette électricité qui arrive chez nous, il ne faut pas seulement parler de celui qui nous donne cette électricité, il faut parler de tout le secteur. Quand on parle de tout le secteur, on analyse les tenants et les aboutissants, on verra d'où vient le véritable problème. Et pour vous, le problème vient d'où? Alors, pour moi, actuellement, on le sait, avant la CAN, Sonatrel avait commandé plus de 10 transformateurs pour Bokoko, Lokbaba et autres. Ces transformateurs sont arrivés quelques jours avant la CAN et un transformateur, pour le mettre en place, prend d'abord 7 jours pour qu'on le monte et il y a une coupure de 36 heures. Alors vous comprenez très bien qu'on ne pouvait pas faire ce travail avant la CAN. Il fallait donc attendre que la CAN passe puis qu'ils se mettent à l'œuvre. Et ces transformateurs qui doivent être remplacés dans à Lokbaba et à Bekoko, vous comprenez très bien que ces deux unités n'ont plus la bonne capacité de nous donner la bonne énergie. Donc, ces deux entités sont étouffées, d'où le délestage. Alors, je vais vous laisser poursuivre, mais je voudrais attirer votre attention sur une note d'information publiée par Eneo à l'intention de ses clients, où Eneo dit que elle ou il, on dit la Eneo ou il. La société Eneo. La société Eneo a préparé cette canne depuis de longue date. Je reprends les termes qui ont été utilisés par Eneo dans ce communiqué, a préparé cette canne depuis de longue date et a investi massivement pour améliorer au mieux la disponibilité de ses centrales de production et son réseau de distribution et a déployé un dispositif de contingence. Ça peut paraître en contradiction avec ce que vous êtes en train d'expliquer sur le process d'installation de ces transformateurs. Et justement, pas du tout.
Vous parlez de Néo, je parle de Sonatrel. Ah, d'accord. Ok. Ces transformateurs, c'est le patrimoine de Sonatrel. Ok. Donc, je ne suis pas en contradiction. Ok. Donc, vous comprenez donc qu'au niveau de son loulou, Eneo peut parler de son loulou, Eneo peut parler de lac d'eau, Eneo peut parler d'autres centrales thermiques et autres. Mais là, je suis en train de parler du transport. De l'énergie électrique. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est Sonatrel. Donc, les transforts sont là, ne sont pas installés, et tout le monde le sait. Donc, la centrale de Lokbaba et de Bikoko ont des soucis. C'est pour cette raison qu'il y a un problème. Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire que lorsque ces transformateurs seront installés, le problème de délestage sera réglé? Le problème de délestage peut être réglé. Pourquoi? Parce que, les deux centrales Lokbaba et Bikoko vont tourner en plein régime, on va diminuer. Mais vous savez très bien que Menvele, qu'on a installé au sud, était là pour renforcer l'énergie au niveau de Yaoundé. Mais Menvele n'a pas de barrage de retenue. Donc en saison sèche, il n'y a plus d'eau. Il y a un problème. Pourquoi avoir donc développé ce problème-là qui ne donne pas la solution? Donc c'est un problème de politique énergétique qu'il faut poser. Il ne faut pas s'attaquer à une entité, il faut poser le problème globalement. Et quand on pose le problème globalement, on va trouver des solutions. Alors, c'est pour ça que nous analysons un problème global, et quand nous allons trouver des solutions, et en ce moment-là, on pourra dire d'où vient le problème et indexer tel ou tel. Alors, Saint-Jean-Yves Albert, la société Eneo a indiqué qu'après la CAN, peut-être pour justifier les délestages qu'on a en ce moment, a indiqué qu'après la CAN, donc l'effacement de ces industries qui avaient accepté de tourner au minimum pour permettre aux ménages de pouvoir suivre la CAN n'est plus garanti. Et donc le déficit énergétique demeure. Ce sont les termes utilisés par cette entreprise-là dans son communiqué, ou bien dans sa lettre de remerciement aux clients et aux consommateurs. Le déficit énergétique demeure et est renforcé par la saturation des réseaux, par la limitation de la production dans certaines centrales à cause de l'étiage, de la maintenance, ou par le déficit de combustible, ou par l'augmentation subite de la consommation, portée notamment par des connexions illégales sur les réseaux de distribution. Alors, lorsqu'on prend tous ces éléments-là, on a le sentiment que on ne sera pas sorti de l'auberge, même après toutes ces mesures qui sont annoncées ça et là. Non, écoutez, Duval, j'ai écouté les autres copanélistes intervenir, j'ai écouté mon très cher aîné, Mbombo Rebga, qui est un ancien des Néo. Moi, je souris. Je souris parce que les vrais responsables de cette situation sont tapis dans l'ombre. Dans l'ombre? Ce problème n'incombe même pas le ministère de l'eau et énergie. La source de ce problème vient du ministère de l'économie et du plan. Cette situation met à nu ceux qui ont vendu au chef de l'État des éléphants blancs. Je pense que j'ai eu à le dire ici dans une de vos émissions Tendance économique il y a peut-être 4 ou 3 ans, et peut-être dans une émission que nous avons fait 237, pas ici le débat, en disant que la plupart des projets structurants énergétiques qu'on a proposés au chef d'État à coût de crédit sont des éléphants blancs et des projets foireux. Je vais vous dire, la situation actuelle découle de deux choses. Le déficit énergétique au Cameroun, ce n'est pas aujourd'hui qu'on en parle. Le chef d'État, dans son discours de 2011, 2013, je crois 2015, a plusieurs fois martelé et rappelé que les problèmes énergétiques du Cameroun doivent être résolus. Il a demandé à ses collaborateurs de lui trouver des solutions. Le ministère de l'économie, depuis Nganou Djoumessi, depuis Moutazé, Alamine, Ousmane, n'ont pas su trouver des solutions idoines. Je vais vous prendre un cas. Actuellement, Longpanga est à sec. Vous savez combien Longpanga a coûté à l'État du Cameroun? C'est un projet qui n'a pas bien été étudié. Aujourd'hui, Longpanga, qui est un barrage de retenue, qui devait permettre à aider Yayason Loulou de tourner à plein régime, est à vide peut-être au 2/5. Il faut donc rationnellement gérer l'eau. Ça veut dire que c'est un projet qui était foiré. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Longpanga devait débiter
sur le site 30 MW qu'on devait injecter dans le réseau interconnecté, les réseaux isolés de l'Est. Cette centrale de 30 MW n'a jamais vu le jour. Donc, Berthois, depuis les indépendances, est alimenté par un groupe électrogène thermique. Maintenant, quand je viens sur le RIS, le réseau interconnecté sud, Menvelo dont parlait tout à l'heure Mbombo, le transport à Menvelo devait se faire sur une ligne de 250 kV. Ils ont fait la ligne de 90. C'est-à-dire il y a eu duperie sur la marchandise. On a bridé le transport. Première des choses. Ou deuxième des choses. La troisième des choses, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, les Camerounais, on a attribué la canne au Cameroun, je crois, depuis 2014. Le stade qui consomme le moins, c'est le stade de Limbe. Nous avons eu 4 nouveaux stades et nous avons rénové 3. Nous avons rénové l'Omnisport, celui de Garoua, Adja, et puis l'Omnisport Fandena. Nous avons rénové. Mais les 4 nouveaux construits, Limbe, Bafoussam, Kwekon, si vous voulez, Olembe et Japoma. Alors, quand vous prenez le stade de Limbe, qui est dans les 3 à 4 MW, lui seul, vous passez à Olembe ou Japoma, qui sont des stades consistants, qui consomment assez d'énergie, on est sensiblement dans les 10-12 MW. Vous comprenez donc que pour préparer la canne, il ne fallait pas seulement respecter le cahier de charge de la CAF, il fallait aussi respecter le cahier de charge des Camerounais. Donc depuis 2014, il aurait fallu que le Cameroun ait au moins 80 MW injectés sur le réseau existant. Nous avons greffé sur le réseau existant 80 MW par là, sans en avoir produit. Deux choses donc il faut retenir. Premièrement, sur le projet, il y a eu tromperie sur la marchandise. Tout à fait. Et deux, on n'a pas été suffisamment prévoyant. Mais pourtant, on avait tout pour l'être, étant donné qu'on nous a attribué la canne en 2014, on avait sensiblement 8 ans pour préparer cela, en même temps que les stades, les hôtels. Il fallait aussi, n'est-ce pas, penser aux ressources énergétiques. Alors, une dernière question avant de donner la parole à Edmond sur ce sujet-là. Vous avez évoqué la question du fonctionnement du barrage de Lompanga. Oui. Non, enfin, avec un barrage de retenue. Tout à fait. Et qui devrait permettre de production. Voilà. Alors, ça apparaît également dans le document, dans les documents qui sont publiés par INEO, qui indique que, notamment pour ce qui concerne la région du Septentrion, le réseau interconnecté, le RIM, oui, qui indique que l'un des problèmes rencontrés dans cette localité-là, c'est que il y a une baisse de la il y a de l'étiage. Voilà, donc il y a une baisse des eaux, oui, qui fait que on n'a pas suffisamment d'eau pour pouvoir faire tourner. La question que je pose, peut-être que les téléspectateurs se posent ici, c'est dans un pays comme le Cameroun, qui est considéré comme ayant le plus grand potentiel hydraulique en Afrique après le Congo, comment peut-on expliquer qu'il y ait beaucoup d'eau partout et qu'à un moment donné, qu'on dise qu'il n'y a pas d'eau dans des barrages de retenue pour pouvoir ravitailler des centrales Duval. Je vous ai parlé tout à l'heure de ceux qui ont vendu au chef de l'État des éléphants blancs. Quand vous prenez l'argent de Lompanga, l'argent de Menvelo, on aurait fait plutôt un projet comme Nachigal ou Numvuri. Numvuri, c'est 3000 MW qu'on pouvait faire en séquence, peut-être en 3 étapes. On fait une première turbine, par exemple, de 600. Après, on va faire une autre, un peu comme le barrage de Yinga à RDC. Vous voyez un peu, où on aurait fait ici à côté, à Makai, Nachigal. Parce que lorsque vous regardez le coût de Menvelo ou le coût de production, on est sensiblement à 4 milliards le mégawatt ou à 6 milliards le mégawatt. Parce que quand vous prenez Menkim, qui a dépassé les 100 milliards et qui est 15 mégawatts, vous comprenez que tout ça, c'est de la gabegie et des projets foireux. Pour répondre directement à votre question, je vais tout simplement dire que nous aurions, enfin, ceux qui ont managé ces projets seraient peut-être allés vers des cours d'eau qui ont des tirants plus importants. Je pense ici à Nachigal, qui est encore sur la Sanaga. Je pense que la Sanaga, quand même, est un tirant important, même quand on lui a greffé
Long Panga, qui ne joue pas le rôle, n'arrive pas à jouer. Non seulement il est plus loin, mais également en termes de régime de débit, il est aussi intéressant. Tout à fait. Ouais. Donc, pour ma part, je pense que, je ne sais pas, c'est un peu comme, on ne parle pas de port, hein, mais c'est un peu comme le port en eau profonde du Kribi. On ne comprend pas qu'est-ce qui a précipité ou pourquoi ces élites, ces ministres ont voulu basculer sur le projet du port, alors qu'on pourrait faire Limbe, réhabiliter, Tico, réhabiliter, et mettre un peu d'argent sur le Douala pour avoir la façade maritime avec Lagos et avoir 3 ports compétitifs de bonne qualité qui se suivent. On allait mettre l'argent dans le complexe industriel portuaire de Kribi qui ne joue pas son rôle et qui a de la peine à décoller. C'est la même chose pour les barrages. Si on avait mis l'argent à Natigal, ou alors on avait commencé Nounvouri, et je peux même vous dire que certains de ces projets auraient coupé l'herbe un peu sous le pied aux sécessionnistes. Parce qu'il y aurait eu du répondant de ce côté si on avait fait Nounvouri, qui est de ce côté même du nord-ouest. Alors, par exemple. lorsqu'on écoute les développements qui sont faits sur ce plateau, cela semble dédouaner Eneo et plutôt faire expliquer, faire comprendre que la véritable question se situe au niveau de l'absence d'une planification stratégique. La réalité, c'est que vous ne pouvez pas objectivement tirer sur Eneo. Pourquoi? Parce que même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Eneo est en train de se battre pour satisfaire toutes les demandes du Cameroun avec, je crois, 1500 MW en ce moment qui est le potentiel disponible. Ça n'atteint même pas, c'est 1300. 350. 1350. Avec pour un besoin estimé après le déficit est de 1000 MW. 1000 MW. C'est monté à 1800. Et si vous faites une projection, je vais dire dans 10 ans, avec ce que vont devenir les économies mondiales, avec les exigences, parce que quand on va passer à l'économie numérique, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut savoir que j'ai suivi le chef de l'État parler de l'économie numérique, que beaucoup de Camerounais peinent à comprendre. Les gens pensent que c'est aller prendre des mèches en Chine, venir mettre sur les nets. Ben non, l'économie numérique, c'est pas ça. Il faut savoir qu'il y a beaucoup, par exemple, de postes qui vont disparaître, beaucoup d'emplois qui vont disparaître. Oui, donc il faut comprendre. Donc, avec l'obligation que nous avons de passer dans un délai très court à l'économie numérique, ça c'est pas, qu'on le veuille ou non, on doit passer à l'économie numérique. Il faudrait qu'on augmente considérablement notre disponibilité en énergie électrique parce que dans l'économie numérique, je vous ai dit tout à l'heure que l'énergie, c'est l'épine dorsale du développement, c'est la colonne vertébrale du développement. Avec l'économie numérique, c'est encore beaucoup plus exigeant parce que le clignotant qu'on a ici avec Eneo, si vous installez des serveurs sensibles et que vous clignotez comme ça 2 fois, vous pétez tous les serveurs. Et donc, avec l'économie numérique, si vous avez une bonne disposition, si vous avez des bonnes installations, il faudrait que l'énergie soit permanente et qu'il n'y ait pas d'oscillation, n'est-ce pas, comme nous avons en ce moment. Donc, c'est pour dire que vous ne pouvez pas tirer à boulet rouge sur Eneo. Parce que Eneo distribue ce qu'il a. Eneo distribue ce qu'il a. Non, mais Eneo aussi producteur. Hein. Ouais. Je veux dire. Il est producteur, il fait des économies. Il a des centrales à gaz, à Fellou et au gasoil qu'il ne veut pas faire démarrer parce qu'il joue sur ses bénéfices aussi. Oui, mais Eneo joue sur ses bénéfices. Le coût de production des centrales, ça nous le savons très bien. Par exemple, si vous prenez le coût de production de l'électricité au niveau de Limbe, avec la centrale thermique que nous avons à Limbe, vous allez vous rendre compte que si on injecte ça dans le réseau, on va vendre ça aux Camerounais très cher. Donc, il y a je suis tout à fait d'accord. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de mix énergétique. Il faut avoir un coût rationnel. Tout à fait. Donc, je dis en ce moment, je n'ai pas dit qu'on ne doit pas tirer sur Eneo, parce que Eneo a une part de responsabilité, mais je vais dire qu'on ne peut pas tout reposer sur ses épaules. En ce moment... Non, donc, comme vous expliquez là, il y a au départ un problème de planification stratégique. De planification stratégique, oui. Je l'ai toujours dit, il y a un problème de planification stratégique. Vous ne pouvez pas en même temps dire que nous sommes en train de vouloir faire des investissements. J'ai entendu que dans le programme SND, et je suis content que les manquements soient relevés par Serge Henry, parce que c'est un peu l'avoir autorisé. Quelqu'un d'autre l'aurait dit, qu'on aurait dit c'était un opposant, ils veulent déstabiliser, ils disent toujours des choses. Mais que c'est Serge Henry qui le dise, moi je suis très content, parce que nous l'avons toujours dit. Il n'est pas opposant. Non, Serge Henry n'est pas opposant. Il n'est pas perdre le fil de votre raisonnement. Non, je ne veux pas perdre le fil. Donc je dis, venant de lui, c'est très intéressant parce que nous l'avons toujours dit.
ce qui avait été contenu, ce qu'on nous a vendu, parce que ce n'est pas seulement les projets structurants, ce qu'on a vendu aux Camerounais, qu'on a appelé DSCE, c'était un truc foireux. Ça n'a jamais été un document, n'est-ce pas, de planification stratégique. C'était une compilation de ce qu'ils ont appelé projet structurant. Encore que ça ne veut absolument rien dire. Projet structurant, ça ne veut rien dire. Projet structurel encore, on peut comprendre. Parce que tout projet est par nature structurant. Parce que c'est un projet que vous allez greffer, n'est-ce pas, à votre structure macroéconomique et qui va structurer encore davantage votre économie. Donc, projet structurant, ça ne veut absolument rien dire. Donc, tout ce qui avait été vendu là-dedans, c'était du vent. Et c'était des choses parce que ce document s'était baladé un peu partout en Afrique, hein, il faut le savoir, ce n'est pas seulement le Cameroun qui l'avait. Mais maintenant, il fallait le customiser. Le Cameroun ne l'a pas suffisamment, ne l'a pas bien customisé. Vous aviez là déjà des projets mal adaptés. Vous lisez les APS et les APD qui étaient bâclés, c'est-à-dire les études, ça a été bâclé. C'est pour ça que quand vous prenez un projet comme, je crois, Lompangar ou Memvele, qui avait potentiellement une production de 212 MW, qui aujourd'hui ne produit même pas 100. Et au jour d'aujourd'hui, je crois que c'est... Pourtant, on a dépensé 2 ou 3 fois plus ce qui était prévu. Plus ce qui était prévu. Oui. Alors, nous disons, et je crois, et là je m'adresse à Serge Henry. Serge Henry, nous avons dit, et nous le demandons encore, il faut faire l'audit de plusieurs projets dans ce pays, que les gens nous disent ce qu'ils ont fait de cet argent. L'argent qui a été mis à Memvele, l'argent qui a été mis à Lompangar, l'argent qui a été mis à Menkim. Mais mon Dieu, ça aurait pu permettre au Cameroun, aujourd'hui, s'il avait été utilisé à bon escient, d'avoir un potentiel d'au moins 3000 MW. Alors, avant de sortir et de la parole à Alphonse Aïssi Abena, puisque vous parlez des milliards, je rappelle que le ministre de l'eau et de l'énergie, à l'Assemblée nationale, il y a quelques semaines, interrogé par les députés à la suite d'une visite qu'il venait d'effectuer dans le Septentrion, où effectivement on avait remarqué que depuis plusieurs semaines, il y avait des coupures d'énergie électrique. Je vais résumer. Ce qu'il avait dit, pour terminer son propos, avait demandé 6 000 milliards de francs CFA à injecter dans les projets en rapport avec la production de l'énergie pour satisfaire les besoins en énergie électrique. Oui, ils demandent toujours beaucoup d'argent dans ce pays. Mais il faut qu'ils nous disent ce qu'ils ont déjà fait, n'est-ce pas, avec ce qui a été mis à disposition. Ils demandent toujours beaucoup d'argent, mais on ne peut pas continuer à sortir de l'argent sans qu'on nous dise jamais ce qui a été sorti, qu'est-ce qu'on en a fait. Par exemple, il avait été demandé de réhabiliter l'Ardo, ça n'a jamais été fait. Je crois on avait demandé de réhabiliter l'Ardo parce qu'il n'est pas à son optimum de production. Il y a certaines turbines qui ne fonctionnent pas. Ça n'a jamais été fait. Alors, on ne peut pas comprendre que dans un pays, on sort de l'argent pour exécuter certains projets, des projets, n'est-ce pas, qui vont bénéficier à toute la nation, et que certains individus s'amusent avec ça comme ça et on passe ça par perte et profit. Ça n'a pas de sens. Avant qu'on nous demande de sortir, avant qu'on ne sorte encore 6 000 milliards, parce que quand on dit 6 000 milliards, c'est de l'argent qui ne se trouve pas dans les caisses de l'État. C'est de l'argent qu'on va aller emprunter auprès des bailleurs de fonds, mais c'est de l'argent qu'on doit rembourser. Vous savez déjà qu'on est en train de grincer les dents en ce moment avec le FMI parce qu'on ne parvient pas à rembourser tout ce qu'on a emprunté. Donc il faudrait déjà, avant de mettre encore davantage de la pesanteur sur les épaules du contribuable camerounais, actuel et futur, qu'on nous dise déjà, il faut qu'on fasse l'audit, n'est-ce pas, de tout ce qui a été dépensé dans le cadre des projets structurants. Il a parlé du port. Et tout ça, tous ces projets-là, tous ces gros éléphants blancs qu'on a vendus dans le cadre des projets structurants, il faut qu'on fasse l'audit de cela et qu'on sache, n'est-ce pas, qu'est-ce que les individus ont fait avec cet argent-là. Alors, Alphonse Aïssi Abena, la question de la mauvaise planification ou de la planification stratégique inefficiente ou insuffisante semble dédouaner Eneo pour ce qui concerne ses responsabilités, par rapport à ces coupures d'électricité. Bon, il y a des causes, mais maintenant il ne faut pas dédouaner Eneo, parce que la qualité même de l'énergie électrique, nous qui sommes des ménages qui demandons uniquement la basse tension, donc vous voyez qu'on n'arrive même pas à avoir une énergie de qualité. Et maintenant Eneo, même dans le dispositif de distribution, est-ce qu'il est pensable qu'en 2022, on installe encore dans une ville de Douala des poteaux en bois? Quand vous voyez peut-être les petites villes, je ne voulais pas dire petites entre guillemets, comme Malabo, où le câblage électrique est souterrain. Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, on installe encore des poteaux en bois? Mais on vous dira que les poteaux, c'est le transport, et le transport n'est plus du domaine des néo. Non!
Eneo, distribution. la distribution. La distribution. Voilà. La distribution, c'est Eneo. C'est pourquoi il y a cet amalgame fait en sorte qu'on s'embrouille. On ne sait plus Eneo fait quoi, Sonatrel fait quoi, EDC fait quoi, EDC fait quoi, Eneo produit, Eneo transporte, Eneo distribue. Et in fine, Eneo a levé en 2021 100 milliards. On ne comprend pas qu'on nous a présenté un fonds d'investissement qui devait venir avec des capitaux, mais on vient encore mobiliser l'épargne des Camerounais. Ceux à qui Eneo rend la ville difficile tous les jours. Je rappelle qu'il y a un service à Eneo qui s'appelle perte non technique. Là-bas, tous les jours, il y a des Camerounais qui attrapent souvent l'AVC. C'est-à-dire, vous rentrez chez vous, on dit, on a trouvé une ligne parallèle, amende, régulation, facture, 500 000 francs CFA. Sur la base de quoi un ménage qui consomme à peine 3 000 francs CFA par mois, vous venez infliger une facture fraude de 500 000 francs. Tout ça parce que Eneo veut optimiser ses ventes. Mais c'est vrai qu'au niveau du service contentieux d'Eneo, justement, on indique qu'il y a eu une augmentation subite de la consommation portée notamment par des connexions illégales sur les réseaux de distribution. Est-ce que vous minimisez ces installations frauduleuses? Non, c'est une fuite en avant. Je rappelle que quand l'énergie est produite, elle n'est pas conservée. Donc Eneo ne peut pas dire qu'il y a des connexions, puisque Eneo a un plan d'action en disant que oui, si au niveau de ma source de distribution, Sonatrel arrive à m'apporter 5000 ou bien 500 mégawatts, je suis sûr que je pourrais distribuer même 400. Parce que le réseau de distribution d'Eneo est vieillissant. Tous les jours, il y a des poteaux qui tombent. Tous les jours, il y a des compteurs qui pètent. Je rappelle qu'après, il y a un problème de tension électrique. Vous avez vu des marchés qui volent en éclats, en fumée tous les jours parce qu'il y a coupure, retour brousse d'énergie électrique et surtout avec nos connexions anarchiques, il y a incendie. Donc, tout ça crée véritablement la paupérisation des populations et même des ménages. Donc, on ne peut pas continuer à aller sur ce modèle économique, raison pour laquelle nous invitons l'État qui pas s'endetter à des milliards de francs CFA. Je rappelle que le service de la dette, quand vous regardez le budget du Cameroun, c'est pratiquement 35%. Et les générations futures vont payer toutes ces dettes. Donc, les gens sont allés s'endetter pour donner des fonds à Sonatrel, pour donner des fonds à Eneo, et ce sont nos générations futures qui vont payer ces dettes. Et en retour, nous, actuellement, on vit avec des délestages, avec des baisses de tension, avec surtout une mauvaise qualité de fourniture d'énergie électrique, et nous ne pouvons pas continuer à accepter que Eneo, ce n'est pas la faute d'Eneo, c'est la faute... Non, Eneo a signé un contrat avec le consommateur que nous sommes. C'est-à-dire, on a dit le kilowatt, c'est 50 francs CFA pour ceux qui sont dans la tranche sociale, mais je rappelle que si vous regardez bien, il y a une optimisation dans la consommation des ménages. On ne comprend pas qu'une maman qui a toujours eu peut-être une réglette, de 80 à 80, en 2000, elle payait 1000 francs, mais depuis 2000 jusqu'en 2022, sa facture augmente à 5000, 6000. Ça veut dire qu'il y a un problème dans l'étalonnage des compteurs. Ces compteurs dits intelligents pour optimiser les ventes, pour optimiser les recettes d'Eneo. Raison pour laquelle on interpelle le ministre du Commerce. On ne peut pas venir installer les compteurs dits intelligents dans les ménages sans que le ministère du Commerce qui est chargé d'étalonner ces compteurs ne le fasse. Donc là, on dupe une fois de plus les consommateurs et Eneo vient se plaindre en disant qu'il y a des connexions anarchiques. Mais en retour, est-ce que Eneo arrive à satisfaire les clients que nous sommes? Nous disons non parce que le service n'est pas de qualité et s'il fallait donner une autre, ça tourne autour de 3 sur 20. 3 sur 20 c'est nul là pratiquement. 3 sur 20 c'est pratiquement nul. Mais vous êtes sévère, Albert. Je vous rappelle qu'il y a des personnes qui sont actuellement dans les prisons de Kondengui et de Yaoundé parce que toute la marchandise a volé en éclats. Et les fournisseurs, eux, ils ne veulent pas regarder, ils ne comprennent pas ça. Donc, oui, dans des incendies des marchés. Oui, suite à retour brise d'énergie électrique. Oui. Donc des incendies avec des pertes humaines. Donc vous voyez des pertes incapables de rembourser. Vous voyez comment les Camerounais, les jeunes qui sont en train de préparer les examens sont obligés d'apprendre encore avec la lampe tempête. Est-ce que c'est normal d'apprendre encore avec la bougie au Cameroun en 2022 à cause d'Eneo? Donc nous disons qu'Eneo a signé un contrat avec nous, qu'Eneo, si tu ne peux plus atteindre des objectifs, fournir aux consommateurs que nous sommes de l'énergie électrique de qualité et en continu, alors il faut débarrasser le plancher et laisser qu'on nationalise cette entreprise parce que nous ne comprenons pas qu'une entreprise fasse des bénéfices, mais nous avons l'obscurité en retour. Alors, Dieu Yebga, maintenant qu'on a planté le décor et qu'on a essayé d'analyser,
Le téléspectateur qui nous regarde, s'il a la chance de nous regarder ce soir parce qu'il a l'énergie électrique, il est en train de se demander, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des solutions qui sont envisagées, il y a des choses qui sont proposées. Lui, il a besoin d'électricité. Qu'est-ce qu'il faut proposer pour que demain, les délestages diminuent et que l'énergie soit disponible pour les ménages et pour les entreprises? Alors, c'est difficile de faire des propositions parce que moi, j'ai suivi l'intervention de Serge et qui me réconforte. Parce que quand nous disons que c'est un manque de politique énergétique, le problème est à ce niveau. Pour répondre à votre question, dans un premier temps, je vais prendre un exemple dans le Grand Nord. Eneo demande, parce qu'il y a manque d'eau, tout le monde le sait, en saison sèche, il n'y a plus d'eau et donc il y a un problème, il ne pleut que pendant 3 mois, il y a un problème d'étiage et il faut donc essayer de trouver une autre source d'énergie. Ouais. Il se propose donc de construire une centrale solaire. Fixe. Depuis 2017. On ne les autorise pas à le faire. Ce qu'on leur autorise de faire, c'est de faire une centrale modulable. C'est-à-dire qu'on peut enlever à tout moment. Pourquoi on joue à ces jeux? Et qui joue à... Je ne sais pas qui donne les autorisations. Qui joue à ces jeux? C'est là le véritable problème. Eux, ils veulent mettre une centrale solaire, fixe, permanente. On refuse, mais on leur autorise. Attendez une minute. Il faut qu'on règle cette affaire. Oui. Le on là, c'est qui? Mais je comprends. Quand il dit on, il veut parler de gouvernement. Je rappelle que le président du conseil d'administration d'Eneo, c'est le ministre secrétaire général au service du Premier. Et donc, vous ne comprenez pas le on? Le on, véritablement, moi, je comprends. Alors, terminé. Ce que je dis est que ce qui est en train d'être fait actuellement au nord, parce que cette centrale solaire modulable est en cours de finition. La première centrale n'a pas été autorisée. Je ne sais pas qui autorise. C'est pour ça que je dis je ne sais pas qui autorise. Celui qui autorise sait pourquoi ils n'ont pas autorisé cela. Et quand on parle d'une politique énergétique, c'est pas Eneo, c'est pas le consommateur qui décide. Sur cette question-là, je rappelle dans les multiples lettres d'information, parce que il faut quand même rappeler que pour préparer cette émission, on a parcouru un certain nombre de notes d'information, de sites et beaucoup d'autres articles du journaux sur cette question-là. On a appris que Eneo déploie actuellement en ce moment 2 centrales solaires à Guider, Maroua et Kousséri à une capacité de 55 MW. Et donc, à Guider, par exemple, dit cette note-là, la centrale thermique et la centrale solaire ont été mises partiellement en service. Et les premiers mégawatts ont été injectés dans le système. Ça, c'est ce que la note dit. C'est de ça que je parle. Mais ça veut donc dire qu'il n'y a pas un blocage administratif. Non, mais ça, c'est modulable. Il y a une différence. La différence, c'est quoi? La différence, c'est que une centrale fixe, elle est là comme les centrales de Lagdo, comme les autres, qui vont rester là et on va maintenir. Mais l'autre là, c'est qu'on vous dit, bon, pour le moment, c'est du provisoire. Mettez d'abord ça et on verra. C'est modulable, donc on peut enlever à tout moment. C'est là le véritable problème. Pourquoi on adopte les solutions provisoires? Quand on dit qu'il n'y a pas une politique énergétique, c'est de là où ça part. Alors, avec cette capacité totale de 55 MW, notamment sur le réseau connecté, le réseau interconnecté Nord, est-ce qu'on peut arriver au moins à régler partiellement la question de l'énergie électrique dans cette partie septentrionale du Cameroun? Vous savez... Si tout cela est effectivement mis en... Oui, mais même si tout ça est mis en place, vous savez qu'on a démonté la centrale de Ahala pour le Nord. Agrico. Oui, et ça a ajouté, je crois, 24 mégawatts. Et là, cette centrale consomme 1 milliard par semaine. 1 milliard par semaine. Et on a demandé à l'État de payer la dette pour pouvoir supporter ça. Mais écoutez, il y a un problème. Le problème, ce n'est pas le consommateur, ce n'est pas Eneo, mais le problème, ça vient de très loin. Moi, j'ai suivi leurs 2 interventions. C'est un problème d'État. Il faudrait qu'on réfléchisse, qu'on pense aux Camerounais, aux consommateurs. Mais si on s'accroche, nous sommes là pour éduquer les consommateurs. Si on s'accroche seulement à dire que Eneo ne fait pas bien et Sonatrel ne fait pas bien, non, la politique énergétique, il faut qu'on la définisse très bien. Et en ce moment-là, on verra le bout du tunnel. Mais actuellement, et par rapport à votre question, je suis pessimiste et ce ne sera pas pour demain. Alors, c'est Jean-Yves Calbé, on sait que lorsqu'on parle de l'État,
dans les missions régaliennes de l'État et à assurer la sécurité des personnes et des biens. Et lorsqu'on parle de la sécurité, bien évidemment, il y a la question de l'énergie électrique, le droit à un certain nombre de confort. Oui, de confort, de première nécessité, entre autres. On peut avoir le sentiment, en écoutant les uns les autres sur ce plateau, que c'est l'État qui martyrise sa population en mettant seulement en place une mauvaise politique énergétique, mais en ne donnant pas la possibilité aux structures qui en ont les moyens de pouvoir proposer des sources ou des solutions alternatives. Est-ce que c'est ce qu'il faut retenir? Non. Est-ce qu'en dehors de tout ce qu'on a là et de ce qu'on peut faire, on peut avoir des solutions alternatives? Je rappelle en passant, je précise que vous êtes expert en énergie renouvelable. Tout à fait. Merci. Vous comprenez pourquoi je pose la question? Non, je suis tout à fait, je ne dirais pas conscient, mais je comprends ce que vous voulez dire. Non, Duval, je vais vous répondre. Je ne sais pas, j'ai peur d'être long, mais je ne serai pas long. Ce que je vais dire d'abord, d'emblée, je vais revenir à une petite question que vous avez posée à Edmond en entame de ce débat, de ces échanges. C'est que le déficit énergétique au Cameroun nous fait encore perdre des points de croissance. Environ 1 à 2 points de croissance par an. C'est très important, en numéraire. Je voudrais aussi dire que je suis de ceux qui militent et qui ont même écrit pour qu'on enlève le transport de la haute tension à Eneo. Et je pense encore qu'il faudra enlever à Eneo la production. Et pourquoi? C'est-à-dire, écoutez, on va peut-être dire l'État, mais le chef de l'État quand même a des gens parfois autour de lui qui lui font des bonnes propositions. Depuis 1998, on a libéralisé la production d'électricité au Cameroun. Un bonbon. On a libéralisé. C'est bien ça. La loi, je crois, 0098 numéro 24 du 24 décembre 1998 portant libéralisation du secteur de l'électricité, mais qui a été retoilettée en 2012. Voilà. Donc, le secteur privé, comme le ministre demande 6 000 milliards, là, ce n'est pas l'État seul qui va aller lever 6 000 milliards. J'ai toujours dit ici, au lieu de construire des gratte-ciel, des immeubles de 15, 20, 30 états, il y a un business de plus de 13 000 milliards dans l'énergie au Cameroun. Je dis 13 000 milliards. Vous évaluez ça comment? C'est-à-dire que lorsque vous prenez le déficit énergétique actuel, qui peut être de, disons, 2000 mégawatts, s'il faut combler ce gap, et que vous prenez la moyenne de l'électricité du mégawatt à 2 milliards, vous comprenez, vous êtes déjà dans les 8 000 milliards. Mais maintenant, il y a les études, il y a la partie BTP, il y a la partie logistique qui peuvent être peut-être 5 000 milliards. On retrouve les 13 000 milliards. Il y a de l'argent à se faire dans l'agriculture, mais beaucoup plus dans l'énergie. Donc, c'est l'occasion pour moi ici d'interpeller tous ces opérateurs économiques qui ont parfois l'argent et qui ne savent pas quoi faire, de venir vers nous, on va leur dire où investir. Mais comment ils vont faire ça? Comment ils vont faire ça? Puisque on dit que même les structures étatiques n'arrivent pas à obtenir l'autorisation nécessaire pour pouvoir installer... Duval, vous faites bien de poser la question. Moi, je profite pour dire merci au président de la République qui a soufflé sur sa 89e bougie. Non, je pose la question à l'expert parce que là, vous prenez la tangente de l'homme politique. Non, ce n'est pas une tangente. C'est juste pour vous dire que le chef de l'État a instruit l'un de ses plus proches collaborateurs de nous recevoir pour un projet similaire. C'est-à-dire que nous sommes conscients que le président de la République a pris certaines décisions bonnes et très importantes pour notre pays, libéraliser ce secteur et permettre au secteur privé de s'intéresser. Nous travaillons sur un projet avec la ville de Yaoundé de 40 mégawatts. 40 mégawatts avec la projet, avec la société Alengo, une société allemande, représentée par Sogdepa au Cameroun. Nous avons été reçus, ma foi, à la présidence, qui a très bien apprécié, n'est-ce pas, l'initiative. Il s'agit de faire quoi? Il s'agit de récupérer les déchets ménagers de la ville de Yaoundé. Au lieu de faire l'enfouissement, nous allons faire la biomasse. Une partie de l'énergie sera produite par cogénération. L'autre partie de l'énergie sera thermique parce qu'à la fin
de la compression des déchets. Ce n'est pas une découverte. Non, ce n'est pas une découverte, mais il faut que le secteur privé s'y mette. Nous sommes un secteur privé qui sommes prêts à mettre 115 milliards pour la ville de Yaoundé et produire 40 mégawatts qui va alimenter Yaoundé, Mbadmayo et ses environnements jusqu'à Okola. Oui. Le président de la République a apprécié le projet. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Nous souhaitons que d'autres industriels camerounais nous suivent. Parce que moi j'ai fait dans le solaire, à un moment donné le solaire c'est un peu monsieur tout le monde aujourd'hui. On veut aller un peu au-delà. Parce qu'en fait, Duval, quand on regarde de gauche à droite, on voit l'énergie. Vous êtes l'énergie. Nous avons l'énergie. Vos épluchures de macabo, de manioc sont l'énergie. Comment récupérer ces énergies que nous jetons depuis des décennies par l'enfouissement des décharges d'Isakam qui commencent à poser problème et recycler cela dans le principe des OMD et produire de l'énergie pour les Camerounais. Ceci étant, je vais tout simplement dire que l'État ne peut pas tout faire. Le secteur privé, je pense que le ministre Gaston Elundou Essomba, qui veut susciter l'arrivée du secteur privé dans ce domaine, s'y prend un peu mal parce que l'ARCEL, l'agence de régulation, doit suivre, n'est-ce pas, la volonté du ministre et l'accompagner dans l'appel des nouveaux des capitaux du privé dans ce domaine ô combien important. Si, par exemple, nous avons, avec la décentralisation et la création des conseils régionaux aujourd'hui, mais toutes les mairies du Cameroun sont libres d'avoir leur propre ENEO, leur propre petit ENEO. Je vais prendre par exemple Ngoué, qui est dans la commune de Pouma, le pont avant d'entrer à Pouma. Ce pont peut produire 2 mégawatts. Pouma ne peut pas consommer plus d'1,5 mégawatt. Alors, il a des communes à côté. Donc le maire de Pouma aujourd'hui peut créer sa propre centrale de 3 à 4 mégawatts. Quand vous allez à Gari-Gombo, avant d'arriver à Gari-Gombo, vous traversez la KDI. La KDI, on peut faire un barrage de 15-20 mégawatts. Et les conseillers régionaux ont la possibilité d'aller lever les fonds avec d'autres communes, la commune de Lyon, la commune de Strasbourg. Avec le partenariat. Oui, pour venir construire des centrales. Parce que si on compte sur l'État, avec le niveau d'endettement de l'État, avec les pesanteurs administratives, nous n'allons jamais arriver à combler ce gap de 1000 à 1500 mégawatts, même d'ici 10 ans. Alors, Edmond, qu'est-ce que vous dites de ce projet-là, le regard de l'économiste? Parce que il faut dire que là, il parle d'un appel là, des capitaux privés pour monter une structure qui permette de pallier ces insuffisances-là et donc accompagner l'État dans la production d'énergie et puis permettre aux ménages d'avoir de l'électricité. On sait également, je me souviens qu'au cours de l'élection, à la veille de l'élection présidentielle de 2018, dans le cadre d'une émission que nous avions sur Equinox Télévision et qui nous permettait de recevoir les candidats à l'élection présidentielle, nous avons eu la possibilité d'échanger avec les candidats sur la question énergétique et certains proposaient par exemple les micro-barrages peut-être tenus par des mairies ou des communes et qui permettraient de pouvoir la loi l'autorise, entre autres. Pourquoi est-ce que toutes ces solutions? Je rappelle qu'à côté de cela, beaucoup ont proposé d'autres choses. On sait que dans le Nord, par exemple, on a la possibilité de produire non seulement l'énergie solaire, mais également l'énergie éolienne. Et là, maintenant, on parle des barrages. Pourquoi est-ce que, malgré ce foisonnement de propositions, on n'arrive pas à sortir l'auberge? Alors, moi-même, je me suis posé la question plusieurs fois, pourquoi est-ce que parce que je sais justement qu'on a libéralisé le secteur depuis 2018. 98. Je me suis posé énormément de questions de savoir pourquoi est-ce que ça ne décollait pas. Parce que normalement, c'est un secteur qui devait intéresser le secteur, le privé, mais ça ne s'y passe pas. J'ai suivi justement une société. À un moment donné, j'ai suivi cette société qui devait faire justement de la biomasse à partir des déchets qui étaient produits par EVA Sud, parce qu'on devait couper beaucoup de bois à EVA Sud, au lieu de faire l'enfouissement, ils devaient récupérer tout ce qu'il y avait comme déchets de bois pour produire la biomasse. Mais après, ça a disparu. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce que le secteur privé ne s'y intéresse pas. Est-ce que la loi est suffisamment attractive? Parce qu'il me semble... Est-ce qu'il n'y a pas des goulots d'étranglement? Est-ce qu'il doit y avoir des goulots d'étranglement? Parce qu'il me semble que vous... C'est le rôle de la Sonatrel, de l'ARCEL, le régulateur. C'est le régulateur qui n'accompagne pas la démarche du chef de l'État. C'est-à-dire, il faut expliquer au secteur privé. Il y a eu un directeur, Edmond, s'il te plaît, je ne te coupe pas, à l'époque de M. Jean-Pierre Kédi, qui était à l'ARCEL. Il faisait des forats, il faisait des séances d'information pour stimuler le secteur privé.
Parce que, voyez-vous, si le ministre travaille et que le régulateur est absent, mais moi, je pense au contraire, est-ce qu'on a besoin de stimuler un homme d'affaires? Il sent l'affaire. C'est un secteur nouveau. Écoutez. Agent de sécurité, formateur en sécurité, jury d'examen, créez votre compte gratuitement en ligne pour être contacté par des sociétés de sécurité et des centres de formation. Particuliers, entreprises, vendeurs. Un seul lien pour trouver une société de sécurité, une formation ou vendre vos produits. Sécu Privé Dispo. L'application mobile mondiale des acteurs de la sécurité privée. Ma, what is this woman want show we for?